Pour parler de l'hypertrophie, nombre des systèmes dont j'ai parlé précédemment, comme le système autonome et le système rénine-angiotensine-aldostérone, ont des effets sur l'adaptation précoce à la maladie cardiaque et participent aux modifications qui se produisent dans le muscle cardiaque. Le remodelage est un terme général qui fait référence à toutes les modifications, soit de la structure, soit des composants du myocarde. Les modifications qui se produisent dans les cavités cardiaques sont en particulier qualifiées de remodelage et, d'une manière générale, le remodelage résultant de la maladie cardiaque est considéré comme un processus délétère. Le cœur est en réalité un organe naturellement très souple, qui peut changer de forme, de fonction et de constituant. Un bon exemple en est l'entraînement sportif. Au cours de l'entraînement sportif, les modifications qui se produisent dans le cœur sont généralement bénéfiques et traduisent une adaptation aux besoins du corps, alors que, malheureusement, les adaptations qui se produisent au cours de la maladie, bien qu'elles soient favorables initialement, finissent par être néfastes. Les principaux stimuli des modifications sont probablement la stimulation adrénergique chronique, l'angiotensine 2 et l'aldostérone, même s'il existe probablement aussi d'autres modifications. Dans certaines études, nous avons, entre autres, recherché une relation entre certains marqueurs, des hormones et la taille du cœur, et nous avons trouvé, chez des chiens souffrant de maladies valvulaires cardiaques, une relation claire et significative entre la concentration d'aldostérone et la taille du cœur. Mais nous ne pouvons pas réellement dire si l'augmentation conjointe de la concentration d'aldostérone et de la taille du cœur, à mesure de la progression de la maladie, est une coïncidence ou s'il existe une relation de cause à effet direct. L'autre source de confusion est qu'au stade avancé de la maladie cardiaque, les chiens sont généralement traités pour leur maladie et certains des traitements qu'ils reçoivent ont tendance à augmenter l'aldostérone. Il semble toutefois qu'il y ait une relation entre la concentration d'aldostérone et la taille du cœur au stade avancé de la maladie cardiaque. Un autre système hormonal dont je n'ai pas encore parlé mais qui est très important du point de vue diagnostique, le système des peptides natriurétiques. Les peptides natriurétiques sont des peptides qui sont produits à l'intérieur du cœur et libérés pour tenter notamment de compenser l'expansion volémique provoquée par l'aldostérone. Les peptides natriurétiques essaient d'amener le corps à sécréter davantage de sodium et ils sont libérés par le cœur lorsque le muscle cardiaque est soumis à un stress accru. L'augmentation du stress pariétal résulte habituellement d'une augmentation de la taille du cœur et d'une augmentation des pressions de remplissage. Nous observons une relation manifeste entre la gravité et les stades avancés de la maladie cardiaque d'une part et les concentrations de peptides natriurétiques d'autre part. Les effets favorables des peptides natriurétiques sont dépassés par les systèmes de restriction volémique tels que l'aldostérone et l'hormone antidiurétique. Mais les concentrations de peptides natriurétiques sont un bon marqueur de la gravité de la maladie et elles sont de plus en plus utilisées à des fins diagnostiques, puisqu'une concentration plus élevée a tendance à indiquer une maladie plus sévère et que nous pouvons donc probablement diagnostiquer une insuffisance cardiaque chez le chien en mesurant ces concentrations. Ce qui ressort de l'examen de ces différents systèmes, c'est que la maladie se développe et initie une réponse adaptative qui peut, à court terme, avoir des effets favorables tels que l'expansion du volume liquidien circulant et l'augmentation du débit cardiaque par la loi de Starling. Ces effets favorisent l'adaptation du système cardiovasculaire. Malheureusement, ce qui se produit en cas d'insuffisance cardiaque et de maladie cardiaque, c'est que ces systèmes ne sont jamais désactivés et que c'est leur activation chronique qui induit des effets délétères. On passe ainsi d'une phase d'adaptation à une réponse mal adaptée qui, au final, aboutit souvent à une progression de la maladie.
Pour illustrer cela, je vais montrer au travers d'une série de schémas une réponse aiguë initiale à l'insuffisance mitrale, suivie d'une réponse chronique, puis d'une décompensation. Ces images et ces chiffres proviennent d'un article sur des patients humains, mais ils sont utiles pour montrer comment le cœur répond au processus pathologique. Si nous prenons un cœur normal, à chaque fois que le ventricule gauche se contracte, tout le sang est éjecté du ventricule dans l'aorte. Si nous prenons la situation relativement artificielle où un patient développe une insuffisance mitrale aiguë, à chaque fois que le ventricule se contracte, un volume important de sang est rééjecté dans l'atrium gauche et un volume plus faible est éjecté dans l'aorte. Cela entraîne une baisse des pressions de remplissage artériel et une diminution du débit cardiaque qui stimule la réponse adaptative, mais qui entraîne aussi une élévation importante de la pression gauche, car un volume important de sang régurgité revient brutalement dans l'atrium gauche. Dans le premier schéma, en haut et à droite, nous voyons que la pression gauche chez un patient qui développe une insuffisance mitrale a brutalement grimpé d'une valeur normale d'environ 10 à une valeur de 25. Si cela se produit brutalement, cela suffit probablement au développement d'une congestion veineuse pulmonaire et d'un œdème pulmonaire, car l'augmentation de la pression gauche altère le drainage de sang dans l'atrium gauche. Si nous comparons le schéma normal avec celui de l'insuffisance aiguë, nous voyons que le volume de sang éjecté dans l'aorte est passé de 100 ml à 70 ml à chaque contraction du cœur. Mais malheureusement, à chaque fois que le cœur se contracte, 70 ml de sang sont également rééjectés dans l'atrium gauche. Le ventricule gauche avait donc commencé à éjecter au total 100 ml de sang et maintenant il en éjecte 140 ml, dont seulement 70 ml vont dans l'aorte. Nous voyons que les ventricules doivent éjecter davantage de sang, dont une partie va dans l'atrium, entraînant une augmentation de la pression gauche, et une partie insuffisante va dans l'aorte. Si nous regardons le schéma au-dessous de celui de l'insuffisance mitrale aiguë, nous voyons qu'avec le temps, le cœur s'adapte. Il le fait essentiellement par une augmentation du volume télédiastolique, qui est le volume du cœur avant que celui-ci commence à se contracter. Si l'on compare le schéma aigu avec le schéma chronique, on peut voir que le volume télédiastolique est passé de 170 ml en situation aiguë à 240 ml en situation chronique. Le cœur est donc plus gros et peut pomper davantage de sang. L'atrium gauche s'est également adapté au volume régurgité, qu'il reçoit en augmentant de taille. La pression gauche a donc diminué, bien qu'il y ait un volume régurgité important. Le fait que ce ventricule plus gros pompe davantage de sang se traduit par le fait qu'une partie plus importante de ce sang passe dans l'aorte. Donc si nous regardons la quantité de sang éjectée dans l'aorte, elle atteint maintenant 95 ml, ce qui correspond presque à la quantité lorsque le cœur était normal. Ce cœur est bien compensé. L'éjection est presque normale, mais cette compensation résulte uniquement du fait que le cœur pompe plus de sang et qu'il est devenu plus gros. Ce processus d'adaptation peut fonctionner très bien pendant des mois ou des années. Les patients restent alors bien compensés, sans signes cliniques, mais avec un volume régurgité important. Avec le temps, chez certains patients, mais pas tous, cet état de compensation chronique finit par provoquer une défaillance du myocarde, caractérisée par une aggravation du débit de sang dans l'aorte, une aggravation de l'insuffisance mitrale et, de nouveau, une augmentation de la pression gauche. Si nous regardons le dernier schéma, celui de l'insuffisance mitrale chronique décompensée, nous voyons que la pression gauche a de nouveau augmenté et que le volume d'éjection aortique a de nouveau diminué. Il s'agit d'un cœur qui fonctionne mal, et d'un point de vue clinique et neuro-endocrinien, nous pouvons caractériser ce processus d'adaptation et de mauvaise adaptation.
Du point de vue clinique, nous voyons qu'il existe certaines mesures simples de gravité de la maladie que nous pouvons détecter sans test diagnostic auxiliaire sophistiqué et qui traduisent à la fois la gravité de la maladie et le processus d'adaptation qui se déroule. Si l'on regarde le graphique, nous voyons qu'une très belle étude a été conduite dans laquelle les investigateurs ont mis en corrélation l'intensité du souffle cardiaque audible avec la taille du cœur, mesurée d'une part par le rapport atrium gauche-aorte et d'autre part par le diamètre diastolique du ventricule gauche. Nous voyons que les chiens normaux et les chiens avec un souffle de faible intensité ont des diamètres ventriculaires et des rapports atrium gauche-aorte très comparables. À mesure que le souffle devient plus intense, d'intensité moyenne à forte, les chiens ont un ventricule gauche plus gros et un atrium gauche plus gros. Plus le souffle est intense, plus la probabilité d'être à un stade avancé de la maladie est forte. Et probablement, plus le cœur est gros. Plusieurs mécanismes permettent d'évaluer l'augmentation de volume du cœur, et l'un des plus utilisés chez ces patients est la radiographie thoracique. Regardons cette série de 4 radiographies thoraciques. Elles proviennent toutes du même patient. L'image en haut à gauche remonte à 1999. Les 3 autres ont été réalisées au fil des années jusqu'à la dernière, en bas à droite, qui a été faite en 2004 lorsque le chien était finalement passé en insuffisance cardiaque. On voit sur cette série de radios que le cœur a clairement augmenté de volume. Il grossit avant même le développement d'une insuffisance cardiaque, mais sur la radio finale en bas à droite, on voit aussi clairement la présence d'un œdème pulmonaire et d'une congestion veineuse pulmonaire. C'est le résultat final. La taille du cœur augmente et le patient reste bien compensé jusqu'à ce qu'il finisse par décompenser, ce que nous voyons à la radio. Il reste quelques controverses sur le processus pathologique. L'une d'elles concerne les mécanismes sous-jacents responsables de l'activation du processus de remodelage. Certaines études ont examiné un modèle expérimental d'insuffisance mitrale et elles semblent montrer que la réponse aiguë à l'insuffisance mitrale est en réalité caractérisée par la dissolution du collagène et une diminution de la quantité de fibrose à l'intérieur du myocarde. What we don't know is that because this is a relatively artificial disease process. Now, looking at these 3 diagrams which are reproduced. Si l'on regarde les schémas reproduits ici, qui proviennent d'un article sur un modèle expérimental d'insuffisance mitrale, l'une des choses que l'on peut voir, notamment sur le schéma d'en haut, c'est que le pourcentage de collagène dans le ventricule gauche, qui est un indicateur du degré de fibrose, diminue de fait au cours de la phase d'adaptation aiguë à un jet de régurgitation mitrale importante et qu'il semble dépendre de l'activation des enzymes qui dissolvent le collagène, peut-être des mastocytes. L'une des raisons de la controverse est qu'il n'est pas vraiment possible de comparer l'évolution sur plusieurs semaines ou mois de l'état d'un animal chez qui un volume régurgité important a été induit expérimentalement avec l'évolution de la maladie naturelle, qui est généralement caractérisée par l'apparition sur plusieurs années de petites fuites chez le chien âgé. La controverse n'a toujours pas été tranchée. Un autre thème controversé et non résolu concerne le rôle éventuel de l'inflammation dans la progression de la maladie. Chez les patients humains, au stade avancé de la maladie et de l'insuffisance cardiaque, il est très bien démontré que l'inflammation sous-tend certaines des modifications progressives finales, comme par exemple le développement d'une cachexie cardiaque. La diapo que je vous montre ici illustre une étude réalisée chez des patients humains avec une insuffisance mitrale primaire, donc une situation comparable à notre maladie canine.
Ils ont opéré les patients humains pour remplacer les valvules et ont examiné l'expression des cytokines inflammatoires avant et après le remplacement valvulaire. Ils ont ainsi montré que l'expression de la cytokine inflammatoire TNF-alpha était plus importante avant l'opération qu'après. Il nous faut encore débrouiller de nombreux fils de l'histoire, mais ce qui est certain, c'est que le processus pathologique qui se déroule chez le chien est caractérisé par une stimulation neuroendocrinienne, l'augmentation progressive de volume du cœur conduisant à une rétention liquidienne et que cette rétention finit par dépasser la capacité du cœur à compenser le processus pathologique. D'où une augmentation de la pression dans l'atrium gauche, le développement d'une congestion pulmonaire, d'un œdème pulmonaire et l'apparition de signes d'insuffisance cardiaque congestive.